La chambre de grand-père. De la chaîne Crips McPasta. Je n'avais jamais vraiment réfléchi aux verrous sur la porte de grand-père. Ils avaient toujours été là, aussi loin que je me souvienne. Les loquets en laiton parfaitement encastrés dans le cadre. D'anciennes clés polies reposant dans une petite coupelle près de la place de papa à table. Pour moi, ça faisait juste partie de la maison, comme le papier peint fané du couloir ou le vieux radiateur qui n'arrêtait jamais tout à fait de vibrer l'hiver. Chaque soir après le dîner, grand-père pliait soigneusement sa serviette, la posait à côté de son assiette et se levait dans un soupir discret. Il remerciait toujours maman pour le repas, tapotait l'épaule de papa en passant, puis s'arrêtait brièvement à ma hauteur pour me faire un petit signe de tête et un sourire discret. Ses yeux se plissaient au coin quand il souriait, et pendant un instant il paraissait plus jeune que sa main fine et tachetée ne le laissait croire. Puis il s'en allait d'un pas traînant dans le couloir, ses pantoufles raclant le parquet d'un rythme que j'entendais même par-dessus le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Papa se levait à son tour et le suivait, les clés tintant dans sa paume. Une fois grand-père entré dans sa chambre, papa fermait la porte et tournait le verrou, 2 fois, jusqu'à ce que ça fasse un clic sec. Parfois, il testait la poignée, ensuite lui donnant une brève secousse pour s'assurer que c'était bien fermé. Puis il soupirait, remettait les clés dans sa poche et en reprenait le nettoyage de la cuisine. Personne n'en parlait. Je n'ai jamais pensé à demander pourquoi la porte de grand-père se verrouillait de l'extérieur, et ils ne m'ont jamais donné d'explication. Enfant, je pensais que c'était pour la sécurité, comme les cages pour les prises électriques ou les loquets sur les placards, pour empêcher les bébés d'attraper les bouteilles de Javel. Grand-père était fragile après tout. Il avait toujours été vieux à mes yeux. Le matin, il s'asseyait près de la porte-fenêtre avec ses livres de la bibliothèque, lisant avec ses grosses lunettes juchées sur le bout de son nez, une main caressant le chat endormi sur ses genoux. L'après-midi, il faisait de lentes promenades autour des plates-bandes du jardin, arrachant quelques mauvaises herbes ou tapotant les cages à tomates pour vérifier leur solidité. À l'école, mes amis me demandaient pourquoi grand-père ne vivait pas dans une maison de retraite. Je haussais les épaules en disant qu'il n'en avait pas besoin. Quand ils insistaient à propos des verrous, la chaleur me montait aux joues. Je riais nerveusement, en marmonnant que c'était une tradition familiale. Finalement, ils ont arrêté de poser des questions. Pour moi, c'était normal. Grand-père dînait avec nous, grand-père allait se coucher, papa fermait la porte à clé. Le monde restait simple parce que je ne lui avais jamais donné de raison de ne pas l'être. Ce soir-là, on avait du ragoût de poulet, bien épais avec des pommes de terre et des oignons. Grand-père mangeait lentement, comme toujours, prenant de minuscules cuillerées en mâchant chaque bouchée avec soin. Il toucha à peine à son petit pain, le déchirant en morceaux qu'il empilait proprement sur le bord de son assiette. À mi-repas, il s'arrêta, appuya une serviette contre sa bouche. Ses épaules tremblèrent d'une toux discrète, plus profonde que son habituel raclement de gorge. Lorsqu'il s'éloigna de la serviette, je vis une tache rouge sombre s'épanouir sur le coton plié. Ce n'était pas grand-chose, juste une éclaboussure, mais elle pesa lourd dans ma poitrine. Il fronça les sourcils un instant, puis replaça la serviette, la repliant de façon à ce que seul le blanc propre soit visible. Maman et papa l'avaient vu. Je les regardais échanger un regard à travers la table, un échange silencieux dans la tension de leurs yeux et la raideur de leurs mâchoires. Aucun mot ne fut prononcé. Papa attrapa la salière, maman demanda si quelqu'un voulait plus de pain. J'ai continué à manger même si mon estomac se contractait, creux et tendu. Les mains de grand-père tremblaient légèrement quand il soulevait sa cuillère. Il me sourit tout de même quand nos regards se croisèrent, les coins de ses lèvres se soulevant dans ce sourire familier, fatigué. À l'instant, je me demandais s'il avait peur, s'il pensait à la mort, ou s'il avait simplement vécu si longtemps qu'elle n'était plus qu'une autre pièce dans laquelle il finirait par entrer. Après le repas, il se leva prudemment, repoussa sa chaise sous la table, remercia maman pour le ragoût, tapota l'épaule de papa et me fit son petit signe de tête habituel. Il y eut un bref moment d'hésitation avant qu'il ne se détourne, un éclair étrange voilant son regard.
Puis il s'éloigna dans le couloir vers sa chambre. Papa le suivit, les clés tintant doucement dans sa paume. Je restais là, fixant mon bol à moitié vide, à l'écoute du verrou. Il résonna faiblement à travers la maison, suivi des pas lents de papa retournant à la cuisine. Il ouvrit le robinet, rinçant la vaisselle, comme si de rien n'était. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je ne parvins pas à dormir. Le bruit de la toux de grand-père tournait en boucle dans ma tête. Je l'avais toujours vu comme vieux, mais indestructible, comme une statue patinée par des décennies de pluie. À présent, il me paraissait petit, fragile, d'une manière qui m'effrayait. Et s'il avait besoin d'aide au milieu de la nuit? Et s'il tombait? S'il ne parvenait plus à respirer? L'idée qu'il soit enfermé seul derrière cette porte me tordait la poitrine. Pour la première fois de ma vie, je réalisais que je ne savais pas pourquoi on l'enfermait vraiment. Je ne m'étais jamais posé la question, mais si quelque chose lui arrivait et que je n'avais rien fait, je n'étais pas sûr de pouvoir vivre avec ça. Je restais éveillé longtemps après que la maison se soit tue. La lumière de mon téléphone s'éteignit quand la batterie rendit l'âme, me laissant dans la lueur orange diffuse du lampadaire filtrant à travers les stores. Je fixai le plafond, écoutant le tic-tac de mon réveil et les légers craquements du bois qui se resserrait sous l'air frais. Ma poitrine était serrée d'inquiétude, chaque respiration peu profonde râpant contre mes côtes. Je fis basculer mes jambes hors du lit, me levai. Le tapis était froid sous mes pieds. Le couloir semblait plus froid encore. Les ombres venaient de nappes épaisses le long des plinthes et le bourdonnement du frigo dérivait faiblement depuis la cuisine. Je marchais lentement, posant chaque pas avec soin pour éviter de faire gémir les lattes. La porte de grand-père était au bout du couloir, peinte du même jaune pâle que le reste des murs. Les lourds verrous en laiton brillaient faiblement dans la pénombre. Je posai l'oreille contre le bois. Un instant, il n'y eut que le silence et les battements rapides de mon propre cœur. Puis je l'entendis, un bourdonnement, doux et sans mélodie. Sa voix, mince, vacillante au bout de chaque note, mais assez stable pour que je la reconnaisse. Au bout d'un moment, le bourdonnement devint un murmure. Je ne comprenais pas les mots, seulement le rythme montant et descendant dans l'obscurité. Ça ressemblait presque à une prière, bien que la cadence en soit étrange. Ma main glissa vers la poignée. Je refermai mes doigts autour du métal froid et la tournai doucement. Elle vibra sous ma prise, verrouillée fermement. Je la gardai un instant en main, sentant la résistance solide entre nous. Quelque chose de lourd s'installa dans ma poitrine. Une certitude calme. Je devais savoir ce qu'il y avait derrière ces portes. Je relâchai la poignée et fis un pas en arrière, appuyant ma main contre le mur pour me stabiliser. « Demain, me dis-je, demain je trouverai la clé de secours. » Le lendemain matin, j'attendis que maman parte faire les courses et que papa sorte pour tondre la pelouse. Ses pas crissèrent sur le gravier de l'allée et le vrombissement de la tondeuse monta faiblement à travers la fenêtre de la cuisine. Mes mains tremblaient pendant que je rinçais les assiettes du petit déjeuner, essayant de m'occuper pendant que mes pensées tournaient en rond dans ma tête. Quand le moteur de la tondeuse rugit dehors, je me glissai dans le couloir vers la chambre de mes parents. La porte grinça quand je l'ouvris et je restai figé un instant, tendant l'oreille pour voir si papa m'avait entendu. Mais le bourdonnement de la tondeuse restait régulier. Leur chambre sentait vaguement le vieux parfum et le linge propre. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins, traçant des bandes lumineuses sur la moquette. Je me dirigeai rapidement vers la commode de papa et tirai le tiroir du haut. Les chaussettes et les mouchoirs pliés étaient rangés de façon bien nette. Je fis courir mes doigts au fond du tiroir jusqu'à sentir un panneau de bois fin. En appuyant doucement, je le sentis bouger sous ma pression. Un faux fond. Mon cœur battait contre mes côtes quand je le soulevai. Là, nichée dans le creux, reposait une vieille clé passe-partout, en laiton. Ses bords étaient lissés par le temps, et les dents étaient sombres et usées. Je la pris dans ma paume, sentant son poids. L'envie de la remettre à sa place m'envahit presque. Ma poitrine était si serrée que je sentais qu'en la prenant, je risquais de briser un fil invisible qui maintenait la maison entière debout.
mais le souvenir de la toux de grand-père s'imposa dans mon esprit, la façon dont ses épaules avaient tremblé sous la force de celle-ci, la manière dont il m'avait souri, malgré le sang sur sa serviette. Je pensais à tous ces petits gestes, comment il s'arrêtait à ma chaise après chaque repas pour me faire ce petit signe de la tête, comme pour dire qu'il me voyait, même quand personne d'autre ne le faisait. Je pensais à ses mains tremblantes tenant sa cuillère, à ses pas qui traînaient un peu plus chaque jour dans le couloir. Il s'affaiblissait, et je ne supportais pas l'idée qu'il soit enfermé derrière cette porte, malade ou effrayé ou souffrant sans que personne ne soit là pour lui. Mais s'il y avait une raison à ce qu'on l'enferme, il méritait au moins que quelqu'un se soucie assez de lui pour aller le voir. Je glissai la clé dans ma poche, remis le faux fond en place et refermai le tiroir. Le bourdonnement de la tondeuse continuait dehors, régulier. Je retournai dans le couloir, le contact du métal contre ma cuisse à travers le jean me brûlait presque. Ce soir-là, au dîner, grand-père toucha à peine à sa nourriture. Il restait voûté sur sa chaise, les yeux perdus et lointains. Quand maman lui proposa une deuxième portion, il secoua la tête avec un sourire fatigué. Le silence autour de la table était épais, oppressant. Finalement, grand-père posa sa fourchette et nous regarda tour à tour, son regard s'attardant sur moi en dernier. Et il me dit « Merci » doucement. Merci de vous être occupé de moi toutes ces années. Maman posa sa main sur la sienne, la pressant doucement. Papa lui fit un petit signe de tête, la bouche crispée, les yeux rivés à son assiette. Aucun des deux ne dit un mot. Cette acceptation calme me noua l'estomac, entre incompréhension et appréhension. Après le repas, grand-père se leva et s'excusa. Papa le suivit dans le couloir, les clés tintant dans sa main. Je restai figé, écoutai le déclic discret de la serrure lorsque la porte de grand-père se referma pour la nuit. Puis la maison s'enfonça dans mon silence habituel, et je restai éveillé. La clé en laiton reposait sous mon oreiller, son poids accablant mes pensées. Mon cœur battait si fort que je le sentais pulser contre le matelas. L'inquiétude se resserrait à chaque heure qui passait. Je n'arrivais pas à effacer l'image du sourire tremblant de grand-père et de ses yeux sombres et fatigués. Je me disais que je faisais ça pour lui, parce qu'il méritait plus que d'être laissé seul derrière une porte verrouillée. Vers minuit, je glissai hors de mon lit, en évitant soigneusement la latte grinçante à côté de la commode. La maison reposait dans une obscurité épaisse, bercée par le bourdonnement discret des appareils électroménagers et le cliquetis occasionnel des tuyaux qui refroidissaient. Je serrais fort la clé en laiton dans mon poing alors que je me faufilais dans le couloir, le tapis râpeux sous mes pieds nus. La porte de grand-père se dressait devant moi, jaune pâle dans la faible lumière, filtrant depuis ma chambre. Mon pouls cognait contre mes côtes, chaque battement résonnant plus fort dans mes oreilles. Je glissai la clé dans la serrure. Les dents de métal accrochèrent un instant résistantes, puis tournèrent avec un clic doux. Je restai figé, retenant mon souffle, écoutant tout bruit pouvant venir de l'intérieur. Mais rien ne bougeait au-delà de la porte. Je l'entrouvris juste assez pour me glisser à l'intérieur, puis refermer doucement derrière moi, mon dos appuyé contre le bois. La pièce sentait la poudre de lavande et les boules antimite, une douceur sèche qu'un relent métallique et humide rendait désagréable, presque acide. La lumière de la lune passait à travers les rideaux, fins, projetant des barres d'argent pâle sur la moquette et le bord du lit. Grand-père était assis, droit, adossé à la tête de lit, ses mains croisées sagement sur les genoux. Son menton reposait contre sa poitrine et ses yeux étaient fermés. Un instant, je crus qu'il dormait. Mais sa poitrine montait et descendait par saccades, de façon haletante. Chaque aspiration râlait dans sa gorge avant de s'échapper dans le silence de la pièce. « Grand-père » chuchotai-je. Ma voix trembla dans l'air figé, glissant entre les ombres, s'accrochant au coin de la chambre. Ses yeux s'ouvrirent. D'abord, je pensais que la lumière de la lune me jouait des tours, mais au fur et à mesure que ses pupilles s'ajustaient, je vis la pellicule blanchâtre et trouble qui les couvrait, une sorte de voile laiteux accrochant les lumières.
Son regard se tourna vers moi, flou mais conscient. Il ne cligna pas des yeux, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, les lèvres fendillées au coin lorsqu'il parla. « N'aurait pas dû rentrer, » râla-t-il. Sa voix raclait l'air, mince, tremblante et pourtant portée par quelque chose de plus profond que la faiblesse. « Il ne me reste plus beaucoup de temps pour le garder endormi. » Un frisson parcourut mes mains croisées. La pièce semblait rétrécir à chaque respiration, l'air devenant toujours plus lourd, comprimé contre ma poitrine, m'empêchant de respirer pleinement. Dehors, le vent fit vibrer la vitre gondolée. Le bruit fut sec, brutal, dans le silence épais. Je voulus parler, lui demander ce qu'il voulait dire, mais aucun mot ne sortit. Seule sa respiration rugueuse emplissait la chambre, et la lumière tremblotante de la lune ondulait sur la moquette entre nous. La respiration de grand-père se bloqua. Sa poitrine se souleva par à-coups dans de courts halètements déchirés. Ses mains se contractèrent sur ses genoux avant de se crisper en poings tremblants. Lentement, sa tête se renversa contre la tête de lit, ses yeux roulants jusqu'à ne plus montrer que du blanc laiteux derrière des paupières papillonnantes. Puis son dos s'arqua. Au début, il semblait juste s'étirer pour soulager une crampe, mais sa colonne continuait de se cambrer, chaque vertèbre ressortant sous sa chemise de coton mince, jusqu'à ce que chaque os saillisse violemment contre le tissu. Sa mâchoire s'ouvrit en grand, tremblant d'effort. Un claquement sourd résonna dans son menton. Un autre claquement, plus profond, venu de la gorge, éclata dans l'air, mouillé, aigu, et sa bouche s'ouvrit plus largement encore. Bien plus qu'elle aurait dû pouvoir le faire. La peau au coin de ses lèvres se déchira en lignes fines, sanglant d'un rouge foncé et rapide. Un bruit de suffocation humide monta dans sa poitrine, vibrant à travers le cadre du lit jusque dans le sol. Puis quelque chose sortit de sa bouche entr'ouverte, forçant ses mâchoires à s'écarter encore plus avec un bruit de succion visqueuse. Une chair pâle se déploya en plis torsadés, luisant de mucus parcouru de veines bleutées. Elle se déroula sur son menton et glissa sur sa poitrine avant de se soulever dans les airs, ondulant et palpitant, comme si elle cherchait quelque chose dans l'obscurité. Mon corps réagit avant même que je ne pense. Je me retournai et me jetai vers la porte, la main tremblante tendue vers la poignée. Quelque chose me frappa les chevilles, lourd et humide. Le choc me fit basculer, mes genoux s'écrasant sur la moquette fine. La douleur me remonta jusqu'aux cuisses, tandis que les tentacules de chair se resserraient. Leur surface humide collait à ma peau nue avec un bruit de succion poisseux. Le contact était d'abord glacial puis brûlant, m'échaudant les mollets tandis qu'il commençait à me traîner en arrière. La tête de grand-père pendait mollement, sa bouche grande ouverte, tandis que davantage de cette chair pâle et veineuse jaillissait de sa gorge, se déroulant dans la lumière de la lune. Ses yeux se rouvrirent, les larmes se mêlant au sang coulant sur ses joues. Les cordons de chair vibraient à chaque respiration saccadée, rendant sa voix tremblante quand il parla. « Je suis désolé. » Les mots sortirent déformés, étouffés par la masse qui l'étouffait, forçant sa mâchoire ouverte. Chaque syllabe gargouillant à travers le flot visqueux. « J'ai essayé de le nourrir discrètement. J'ai tellement essayé. » Il sanglota, secoué par les tendrilles qui pulsaient, me tirant toujours plus près du lit. L'odeur du sang et de la viande en décomposition me remplit les narines à chaque respiration hachée. Les appendices charnus s'enroulèrent plus fort autour de mes chevilles, me traînant centimètre par centimètre. Mes ongles griffaient la moquette, laissant derrière eux de petits croissants sanglants. La bouche de grand-père s'élargissait toujours, sa mâchoire tremblante sous la tension tandis que les cordes de chair pâle pulsaient dans l'air. La porte explosa derrière moi, claquant contre le mur avec fracas. Papa surgit dans la pièce, le visage blême de terreur, les yeux écarquillés et fous. Il tenait une vieille batte de fer rouillée à deux mains, des flocons de rouille tombant de la tige là où ses doigts la serraient. Sans hésiter, il abattit la barre sur le tentacule le plus proche, celui qui m'en serrait la jambe. L'impact fit tressaillir la chose qui se rétracta avec un bruit déchirant, éclaboussant mon mollet de mucus sombre. La bouche de grand-père laissa s'échapper un gémissement étranglé, alors que la masse se rétractait dans sa gorge, pour ressortir aussitôt,
2 fois plus épaisse. D'autres plis de chair veineuse coulèrent de sa bouche, glissant sur le sol, rampant à l'aveuglette. Papa frappa à nouveau, cette fois sur une corde plus épaisse encore qui enserrait ma cheville. Le coup me libéra la jambe et la douleur me lança jusqu'à l'os. Je haletais, essayant de ramper en arrière, les larmes brouillant ma vue. Mais les tentacules se tordaient, revenant vers moi, cherchant ma peau nue, avec des bruits de succion mouillée. « Recule !» hurla papa, la voix brisée de panique. Il leva encore la barre de fer, puis s'arrêta, les yeux passant de moi à grand-père. Sa respiration était courte, déchirée, tandis qu'il regardait la chose pulser hors de la bouche de son propre père. Un instant, j'aperçus de l'espoir dans ses yeux, comme s'il croyait encore pouvoir le sauver. Puis les yeux de grand-père roulèrent vers l'arrière, sa poitrine se convulsa, et un râle profond secoua ses côtes. Les tentacules se mirent à frapper furieusement, giflant les murs et le sol. L'un d'eux frappa papa en pleine joue, laissant une traînée de sang et de mucus sur sa mâchoire. Il recula, haletant, la barre de fer tremblant entre ses mains. « Papa !» sanglotai-je, tendant la main vers lui. Ma voix était mince, noyée dans le chaos. Son regard croisa le mien et j'y vis quelque chose de pire que la peur. Le deuil, la résignation. Lentement, il leva la barre de fer plus haut, ses jointures blanchissant. Dans un cri étranglé, il l'abattit de toutes ses forces sur le crâne de grand-père. Le bruit fut humide et sec, un craquement sourd qui résonna dans la petite pièce. La tête de grand-père se rabattit violemment sur le côté, cognant contre la tête de lit, sa mâchoire toujours béante autour de la masse palpitante. Un second coup, un autre os céda sous l'impact du métal. Le sang éclaboussa les oreillers et le mur, se mêlant au mucus sombre qui suintait de sa bouche. Les tentacules se convulsèrent, fouettant l'air en tous sens, avant de retomber mollement sur le lit. Papa recula d'un pas, le torse haletant, la barre de fer dégoulinante de sang et de matière visqueuse. Grand-père s'affaissa en avant, la chose dans sa gorge se rétractant par à-coups tremblants, jusqu'à disparaître complètement. Sa mâchoire s'ouvrit une dernière fois, puis se referma dans un petit claquement humide. Maman apparut dans l'embrasure de la porte, sa silhouette découpée dans la lumière pâle du couloir. Elle tenait contre sa poitrine un grand bol en céramique, lourd, dont le rebord était croûté d'herbes noircies et de bandes de viande crue baignées dans un liquide huileux et épais. Ses lèvres bougeaient dans un murmure tremblant, récitant des mots rauques et brisés dans sa gorge. Elle regarda d'abord le corps de grand-père, puis papa, puis moi, recroquevillés sur le sol. Les larmes montèrent dans ses yeux, dévalant ses joues tandis qu'elle s'avançait, le bol vacillant dans ses mains. Papa baissa lentement la barre de fer, le regard figé sur le cadavre affaissé contre le bois du lit. Ses épaules tombèrent, écrasées par l'épuisement et le chagrin. Puis il tourna les yeux vers moi. Ils étaient rouges, gonflés de larmes, vides, à part cette creuse défaite qu'il contenait désormais. Maman cessa de parler. Sa litanie mourut dans sa gorge. Elle posa le bol à ses pieds sans quitter grand-père du regard. Il y avait dans ses yeux une peine profonde, tremblante. Mais elle n'avait pas l'amertume ordinaire d'un deuil. Non, il y avait autre chose, une peur timide, mais ancienne, qui filtrait à travers ses larmes. Une connaissance de ce qui allait venir, tordant sa tristesse en quelque chose de plus dur, de plus froid. Papa s'agenouilla près de moi et me prit dans ses bras, ses mains tremblant contre mes épaules. Je pressai mon visage contre sa chemise, respirant la sueur, le fer et l'odeur de terre ancienne. Par-dessus son épaule, maman restait là, immobile, les yeux fixés sur le lit. Les larmes tombaient une à une dans le bol de sang et de viande crue à ses pieds. Le soir s'installait lentement sur la cuisine, caressant les vieux rideaux de dentelle de lueur dorée et violette. Le soleil avait glissé derrière le toit des voisins, laissant des bandes de lumière déclinantes sur le carrelage. J'étais assis à table, les doigts enroulés autour d'une tasse de thé tiède que je n'avais pas touchée. La chaise à ma droite était vide, et le coussin de grand-père encore aplati, là où il s'asseyait chaque soir. Son bol ébréché rempli de ragoût, fredonnant doucement en attendant que papa lui passe le pain. Papa était en face de moi, les coudes sur la table, la tête enfouie dans ses mains.
Ses cheveux collaient par mèches humides encore tachées de sang séché qu'il n'avait pas réussi à laver. Maman se déplaçait dans la cuisine en silence, rinçant des assiettes qu'on n'avait pas utilisées et nettoyant encore et encore des comptoirs déjà propres. Finalement, papa releva la tête, ses yeux cernés de rouge, enfoncés par la fatigue. Il tenta un sourire, mais le coin de ses lèvres ne firent que frémir avant de retomber. On aurait dû te le dire. Ce n'était pas juste pour toi. Je le regardais, incapable de parler. Les mots restaient coincés dans ma gorge nouée. Des larmes brûlaient au coin de mes yeux, sans couler. J'avais l'impression d'être vidé de l'intérieur, creux et tremblant. Ton grand-père était l'hôte de quelque chose. Bien avant ta naissance, même bien avant la mienne. Le verrouiller la nuit, c'était la seule façon de le contenir. Ça se nourrit pendant qu'il dort, mais ça ne se répand pas. C'est pour ça que... Il s'interrompit, fronçant les sourcils vers l'horloge au-dessus de l'évier. Les chiffres verts brillaient. 7h59. Ses épaules s'affaissèrent davantage quand il repoussa sa chaise, le bois raclant contre le vieux sol en vinyle. Il se leva et regarda ses mains, les doigts s'ouvrant et se fermant comme pour en tester la force. Maman s'approcha de lui, déposant un baiser sur sa tempe. Elle prit la vieille clé en laiton sur le couloir, la tenant des deux mains comme si elle pesait plus que sa taille ne le laissait penser. « Je t'apporterai le petit déjeuner », murmura-t-elle. Papa ne répondit pas. Il s'engagea dans le couloir, les pas lents, traînants. Maman le suivit, s'arrêtant dans l'embrasure de la cuisine pour me regarder. Ses yeux étaient vitreux, emplis de larmes qui ne coulaient pas. Il y avait dans son regard une tristesse profonde, brute, mais sous elle brûlait quelque chose de plus froid, une acceptation, une résignation qui me serra le ventre. Elle referma la porte de la chambre de grand-père derrière lui. J'entendis le verrou tourner, un clic solide et final. Je restais seul dans la cuisine, les yeux fixés sur sa chaise vide à côté de moi. Le coussin portait encore la légère empreinte du corps de grand-père. L'odeur de sa poudre à lavande flottait toujours dans le tissu, se mêlant au relent de bois ancien et à l'air tiède du soir. Ma poitrine me faisait mal d'une chose que je ne savais pas nommer, une peur, un deuil, une vérité plus vieille que mes 17 ans. Je compris alors que je n'avais plus besoin qu'on m'explique. La vérité était là, tapie dans le creux de mon estomac, lourde et indéniable. Cette chose, quelle qu'elle soit, n'était pas morte avec grand-père. Elle était passée à un autre corps, un autre membre de la famille prêt à l'héberger. Et je me demandais combien de temps il me restait avant que ce soit mon tour.